Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est membre de la diaspora togolaise. Il est aussi membre du comité d'organisation du prochain symposium Sylvanus Olympio, un symposium qui se tient du 24 au 26 mai prochain à Duisbourg, en Allemagne. Pourquoi Duisbourg? Pourquoi ressusciter le modèle de gouvernance Sylvanus Olympio? Ce sont des questions que nous posons ce soir. Bienvenue, vous êtes donc dans l'entretien du jour. Lucas Fanou, bonsoir. Bonsoir, M. Paraiso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Association pour le Togo, comment pouvons-nous rapidement leur présenter cette association? Disons que c'est juste un ensemble de Togolais, des Togolais de toutes tendances politiques. Il n'y a pas d'étiquette politique. Donc, des gens qui pensent de la même manière, qui estiment que notre lutte doit prendre une certaine direction, et donc qui pensent de la même façon, qui se regroupent au sein de cette association. C'est une association nouvellement créée, donc en devenir, entre guillemets, qui peut-être espère jouer un rôle dans le processus, dans notre processus politique togolais. Ce n'est pas une association qui est une rampe de lancement peut-être pour un futur parti politique. Ah non, pas du tout. Vous ne me trouverez pas dans ce genre de regroupement. En tout cas, en l'état actuel des choses, non, ce n'est pas du tout ça. C'est donc une association, dites-vous, qui regroupe des Togolais de tout horizon. Quand vous dites des Togolais, vous voulez dire les opposants togolais, c'est ça? En fait, oui, on peut penser comme ça, que c'est ceux qui pensent que ce qui se fait actuellement en matière politique au Togo n'est pas la norme, donc il faut faire autre chose en réalité. C'est ça. Donc, on peut penser que c'est presque tous des gens qui sont opposés à la politique actuelle, au pouvoir actuel en tous les cas. C'est donc cette association qui organise le symposium de Duisbourg, c'est ça? Oui. On va parler donc de ce symposium dans un instant, mais avant de reparler de ça, je me disais, le symposium est intitulé, on va l'appeler comme ça, le symposium Sylvanus Olympio. Pour ceux qui ne connaissent pas Sylvanus Olympio, qui est-il réellement? Sylvanus Olympio, c'est le premier président démocratiquement élu. C'est le père de l'indépendance togolais. Donc c'est lui qui s'est battu depuis des années, donc qui a réussi à obtenir l'indépendance politique du Togo en 1960. Et malheureusement, il n'a pas pu continuer son œuvre. Il est parti très, très, très tôt. Et donc, pendant des années, enfin les années qui ont suivi son assassinat, on a l'impression qu'il y a eu une chape de plomb qui s'est donc installée sur sa mémoire, sur son héritage. Donc, jusqu'à une date récente, en réalité, nous, les Togolais, on ne connaissait pas du tout qui c'est. On sait de nom que c'est lui qui a arraché l'indépendance du pays, mais on ne le connaissait pas du tout. Ce n'est que grâce à la démocratisation de l'information par l'Internet que depuis les uns et les autres peuvent avec les glandines des informations un peu partout, qu'on a commencé par s'intéresser réellement à qui est Sylvanus Olympio. C'est étonnant ce que vous me dites. En général, lorsqu'on convoque la figure tutélaire, je veux dire, d'un homme historique dans nos pays, c'est en général en tant qu'héritier. Et vous vous comportez presque comme des orphelins parce que vous me dites, on ne connaissait pas véritablement qui était Sylvanus Olympio. Avec la démocratisation de l'information, on a commencé à se dire, tiens, notre pays a connu un père de l'indépendance. C'est très étonnant pour votre pays, alors que dans les autres pays, dans la sous-région, on célèbre régulièrement les pères de l'indépendance. C'est justement ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. C'est que, au Togo, il était presque impossible de parler de Sylvanus Olympio. Ce n'est que récemment qu'on le fait. Et le rôle, justement, l'objectif du symposium, c'est d'essayer d'aller réveiller notre héritage qu'on nous a volé, qu'on nous a caché depuis des années. Donc, mais qui vous a privé de cet héritage et qui vous a rendu orphelin le pouvoir, ce sont les successeurs de Sylvanus Olympio qui ont caché, qui ont tout fait pour qu'on évite d'aller parler de lui. Donc, ce sont eux. Quel intérêt ils avaient à cacher le nom et l'histoire du père de l'indépendance? Je pense que là, on rentre réellement dans le cas togolais qui est un cas complètement à part. Je pense tout simplement que c'est parce que
la vision de la gouvernance qui a suivi son assassinat ne correspond, enfin, sa période ne correspond pas à sa vision, à lui, du pouvoir. Donc, s'il y avait une sorte de contradiction entre ce qui se fait après lui et la vision que lui, il avait pour le Togo. Donc, c'est pour ça qu'il ne fallait pas du tout s'intéresser à lui. Il y a un deuxième aspect dont je me souviens maintenant, c'est que pendant longtemps, son fils, c'est-à-dire Gilles Christ Olympio, était considéré au Togo comme l'opposant numéro 1. Et comme c'est quelqu'un qui ressemble physiquement à son père, selon les photos que nous avons pu comparer de lui. Et on a estimé à l'époque que comme le fils suivait un petit peu le père, il fallait tout faire pour ne pas que le fils hérite donc de la vision de son père. A fait ça, ce n'est que ça, c'est votre lecture des choses. C'est ma lecture des choses. Pour ceux qui nous écoutent, donc le Togo a connu donc ce père de l'indépendance. Ce qui est incroyable avec lui, c'est que cet homme ne va gouverner pratiquement que en tant que président de la République que presque 3 ans, pas vraiment même 2 ans et quelques. Mais aujourd'hui, il y a tellement de Togolais qui se revendiquent de son héritage sans l'avoir connu. Qu'est-ce qu'il a fait si tant pour son pays? Justement, nous sommes dans cette démarche d'aller chercher, d'aller savoir ce qu'il a fait. On est dans cette démarche-là. Et le symposium de Duisbourg entre dans cette façon, cette recherche de tout ce qu'il avait fait. Mais la petite histoire que nous connaissons de lui dit que, par exemple, quand il a pris le pouvoir, en réalité, le référendum s'est tenu en 1958. Donc, théoriquement, le Togo était déjà indépendant. Mais M. Feu Sylvanus Olympio avait pensé que pour que le Togo parte tout à fait neuf, il fallait absolument payer la dette coloniale donc, envers le colonisateur à l'époque. Donc, en moins de 2 ans, le monsieur, il a réussi à payer la dette coloniale. Ça, c'est un fait. Et quand on en parle, quand on voit aujourd'hui l'état dans lequel se trouve le Togo, on se dit, ben, s'il nous écoute, s'il est quelque part, il doit se retourner dans sa tombe en matière de dette. Et là, on rentre un petit peu dans les grandes lignes. Mais, allez-y, pardon, je vous écoute. Non, mais vous pouvez y aller. J'étais en train de me dire que quand on vous écoute expliquer les choses, on a juste l'impression que voici un homme qui, à la veille des indépendances, nous sommes en 1958, il est encore Premier ministre à l'époque, on va organiser un référendum pour pouvoir se séparer du colon, et il dit... pour que nous soyons un peuple libre, nous devons aller vers l'indépendance politique, mais aussi l'indépendance économique. Alors, il va avoir une idée. Il va dire, si nous devons quelque chose à notre colonisateur, payons avant d'entrer, donc comme un jeune marié neuf, vierge de tout, dans une nouvelle vie. Mais à quel prix cela a été? Bon, ça, je pense que ça, c'est une question pour les historiens. Moi, je ne suis pas historien. C'est justement pendant le symposium, on aura certainement à parler de toute cette question-là, puisqu'il y a beaucoup de thèmes qui vont être abordés lors de ce symposium. Nous nous appesantissons sur son côté politique et surtout sa vision économique, sa vision sociale, sa vision culturelle, tout ce qu'il voulait donc apporter au pays, au Togo, et qui n'a pas pu faire avant malheureusement d'être assassiné. Au fond, ce que vous n'osez pas me dire, c'est que vous me dites, nous assumons le côté non perfectible de l'homme, mais nous voulons entièrement hériter du modèle de gouvernance dont il rêvait pour son pays. C'est exactement cela. C'est tout à fait cela. En réalité, on n'a pas tout à fait soldé l'histoire même de l'indépendance du Togo, parce que nous sommes tombés dans une dictature dès son assassinat, et puis on ne parle plus jamais de l'histoire du Togo. Je pense qu'il arrivera un moment où, quand le champ politique togolais sera complètement assaini, ben les historiens vont sortir les documents, et là, les Togolais vont réellement se plonger dans
l'histoire récente avant l'indépendance. Et en ce moment, je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. On en parlera. Quand je préparais cette émission, quelqu'un m'a raconté, et vous pourrez peut-être, vous êtes Togolais, quelqu'un m'a raconté que non seulement il avait ce modèle de gouvernance, mais il est allé encore plus loin, en plein débat du franc CFA aujourd'hui. Est-ce que Sylvanus Olympio avait l'intention de frapper sa propre monnaie? C'est ce que l'histoire nous dit. On n'a pas encore fait exactement, on n'a pas fait l'histoire du Togo pour savoir réellement ce pourquoi il a été... Et cette façon, cette vision de notre histoire, cette facette de notre histoire, on devra la faire. Oui. Mais pour l'heure, la question n'est pas de savoir qui a fait quoi. Ça, je pense que c'est les historiens qui le feront et les Togolais eux-mêmes s'en saisiront certainement. Actuellement, le champ politique togolais, depuis 1963, ne permet pas d'aborder ce genre de questions. Une question naïve. Nous ne lisons pas... question naïve. Nous ne lisons pas dans les boules de cristal, mais imaginons que Sylvanus Olympio ait pu diriger votre pays pendant au moins une dizaine d'années, par exemple, comme ça a été le cas pour beaucoup de chefs d'État au lendemain des indépendances dans nos pays, en Afrique de l'Ouest en tout cas. À quel niveau aurait été aujourd'hui le Togo dans vos rêves, par exemple, connaissant ce que les historiens disent de lui? Moi, pour être né donc, dans un petit village du Togo et y ai grandi, j'ai encore en mémoire, et surtout sur le plan purement social, je me rappelle que quand par exemple dans un village, lorsque les jeunes ou les vieux veulent construire une école, c'est le village lui-même qui commence déjà à construire l'école et puis après progressivement l'État intervient. Pendant des années, moi quand j'étais tout petit, c'est ce qui se faisait. Mais depuis quelques années, c'est impossible, par exemple, d'aller appeler quelqu'un au village pour lui dire « Viens, ensemble, on va construire une école ». Vous ne trouverez plus personne. Ça veut dire que l'héritage social qui a été laissé en 1960 a fait son temps pendant un moment. Et puis, progressivement, la médiocrité enseignée ou bien donc théorisée par le système qui a suivi a pris le pas sur ça. Ça, c'est tout simplement du côté purement social. Alors je me dis que dans son discours, dans la plupart de ses interventions, les quelques rares informations que j'ai pu glaner moi-même, ça et là, il insistait surtout sur, par exemple, sur l'intégrité de l'élément l'individu au sein de sa nouvelle nation en construction. Alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, quelqu'un qui tenait ce discours en ce temps-là, par rapport à ce qu'il a fait en très peu de temps, on peut penser que le Togo serait nettement mieux si les choses avaient été différentes. Mais bon, comme vous venez de dire ça, ce n'est que la politique fiction. Et puis nous voyons aussi ce qui se passe de part et d'autre, enfin, dans la plupart des pays. Chaque fois que les pays ont réussi donc à se dessaisir de l'emprise coloniale. Voilà, ou de la tutelle. Et de l'emprise coloniale, ou de la tutelle coloniale, et donc aussi de la gouvernance de ceux qui ont pris le pouvoir après les pertes d'indépendance, on a constaté que ces pays ont commencé progressivement à aller mieux. On prend le cas du Ghana, dont nous sommes limitrophes. Le Ghana, jusqu'à 1972, c'était n'importe quoi, politiquement et même économiquement parlant. Mais depuis que l'ancien président Ronlist est arrivé, qui a essayé d'assainir un peu le champ politique, le Ghana, aujourd'hui, se porte relativement nettement. Une démocratie à la ghanéenne où vous vous dites pourquoi pas nous Non, mais pourquoi pas nous? On ne peut pas être un cas d'exception dans la sous-région. Donc nous voulons tout simplement que les Togolais aient la possibilité de choisir leurs dirigeants et donc d'avoir un droit de regard sur la gestion du pays. J'imagine que vous ne vous êtes pas réveillé un matin par l'opération du Saint-Esprit en disant « Très bien, on va faire un symposium sur Sylvanus Olympio ». Non. Comme je vous l'ai dit au départ, je disais que de plus en plus, on commence à s'intéresser au bonhomme, au monsieur. Alors là, on se dit, écoutez, on connaît mal notre père de l'indépendance, pourquoi ne pas aller et chercher un petit peu à savoir ce qu'il a fait. Et comme on dit chez nous, c'est à l'ancienne, corde qu'on noue la nouvelle, nous voulons donc
réveiller sa mémoire, réveiller son héritage et faire un pont entre ce qu'il estimait pour le pays et ce que nous estimons aujourd'hui qu'on peut faire pour le pays. Pourquoi vous choisissez alors Duisbourg? Vous auriez pu organiser ça au Bénin, vous auriez pu organiser ça même au Togo, dans votre propre pays, ou encore même ici en France. Pourquoi vous allez en Allemagne? Et ça a été une énigme écoutez, pour moi. M. Palaiso, Duisbourg, c'est une ville comme une autre. Hein. Ça aurait pu être Kaboul, Damas ou même à Paris. Oui. Bon, franchement, je pense qu'on a de la ressource humaine à Duisbourg pour l'organisation de ce genre de colloque. C'était juste par facilité ou juste un choix comme ça? Non. Il n'y avait pas un symbole derrière? En général, quand les gens organisent des conférences, ils vous expliquent qu'il y a un symbole, on a une diaspora plus forte ici, etc. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a une ressource humaine assez dynamique à Duisbourg qui aide donc à l'organisation du symposium. Donc on a pensé que c'était une belle ville, un bon endroit pour ce genre de conférence. Oui, et la deuxième question que je me posais au sujet de ce symposium, je me dis quand même 24, 25, 26, qu'est-ce qu'ils ont à dire autant comme ça pour prendre 3 jours pour un symposium? Il y a beaucoup de thèmes qui vont être développés au cours de ce symposium. Il y a des thèmes sur la monnaie, donc en principe on espère que le professeur, le docteur Kakou Nubokpo sera des nôtres, donc il y a des thèmes sur... mais bon, même l'héritage de Sylvanus, c'est un héritage assez colossal, je vous l'ai dit, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, il y a plein de choses à dire. Donc il y a des conférences, de différents ateliers qui vont être animés au cours de ces 3 jours. Et je pense même que 3 jours, devait même pas être suffisant pour débattre de ce dont il est question, tellement le Togo est en déliquescence. Oui, évidemment, c'est le père de l'indépendance de votre pays. Donc, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Sauf que j'ai l'impression que vous organisez ce symposium en sectaire, pardonnez-moi de dire ça comme ça, ça va être beaucoup plus des gens qui sont contre le pouvoir qui est en place. Ça veut dire que l'héritage de Sylvanus Olympio ne concerne pas les autres? Si je suis assez cynique, je dirais que comme il n'en voulait pas, pourquoi diantre allons les convoquer pour quelque chose dont ils n'en voulaient pas? Mais bon, je ne suis pas assez cynique. Je vais dire que, je vous l'ai dit dès le départ, c'est que c'est toute tendance politique en réalité. Ça veut dire qu'il y a des membres du pouvoir qui estiment que si Sylvanus Olympio leur inspire quelque chose et qu'ils veulent participer au symposium, ils sont les bienvenus. En réalité, ils sont les bienvenus. Il y a aucun Très souci. Honnêtement, il n'y a aucun problème à ça. Nous ne sommes pas aussi sectaires que ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce symposium? Vous allez bavarder pendant 3 jours et puis après, vous allez vous serrer les mains, rentrer chez vous, être très satisfait d'avoir parlé de Sylvanus Olympio et ça s'arrête là. C'est quoi l'objectif? Nous espérons. J'avais dit que c'est d'abord pour aller frapper aux portes de notre héritage, essayer de le secouer, le réveiller, et puis voir en notre héritage ce qui peut nous aider à avancer dans notre pays. Donc, il y aura certainement des... Mais bon, vous et moi, on ne va pas faire le symposium ici, mais je pense qu'il y aura certainement des décisions qui vont être prises, qui auront, nous l'espérons en tout cas, sur des incidents sur la vision de gouvernance, en l'occurrence, du pays. Justement, c'était ça ma question. C'était comment faire pour que ce symposium redonne de la vigueur à la lutte politique dans votre pays, à l'avancée de la démocratie, et que ce ne soit pas juste un regroupement d'opposants qui en avaient assez et qui avaient envie juste de se retrouver et de bavarder 3 jours d'affilée. Si on estime, si le symposium joue réellement son rôle, si on estime que c'est une instance assez autonome, donc qui va prendre des décisions, va décider de la façon dont le symposium lui-même devait être conduit, on pense que les décisions vont être prises là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont sortir, qui, nous l'espérons, pourront jaillir sur la vie de notre pays dans les mois et les années à venir. C'est notre espoir. Vous ferez des propositions concrètes. Est-ce que vous serez prêt, par exemple, à l'issue de ce symposium, de dire au gouvernement de votre pays, pour dire, voilà, après avoir analysé, nous avons des idées, nous pourrons les partager avec vous si vous le souhaitez, pour que nous puissions faire avancer notre pays, parce qu'au fond, on n'a qu'un pays et le même.
En réalité, nous n'avons pas attendu le symposium qui va avoir lieu pour faire des suggestions quant à notre manière de voir les choses au pays, au Togo. On fait sur les réseaux sociaux, chaque fois que l'occasion nous est offerte, on fait des propositions. Donc, ça va être exactement de la même manière qu'on fera des suggestions. Et puis, bon, quitte à eux d'en faire ce qu'ils voudront. Effectivement, ce sera ça. Comment je fais si je nous écoute là et que je me dis, tiens, ça m'intéresse d'aller connaître un peu mieux ce Sylvanus Olympio dont il parle, comprendre les ressorts psychologiques des opposants dans le pays, etc. Comment je fais pour participer? Vous tapez symposium de Sylvanus Olympio sur Internet, sur Google, vous trouverez le lien effectivement pour s'inscrire. Voilà, pour s'inscrire. Est-ce qu'il y a une date limite d'inscription ou c'est ouvert C'est ouvert jusqu'au dernier moment. Nous espérons même qu'il y a des gens qui vont avoir vendu ça au dernier moment, mais qui vont se pointer directement à l'entrée là-bas. On trouvera les moyens de les accueillir pour autant. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre à peu près de personnes qui pourraient être présentes déjà? Ça, je ne pourrais pas. C'est secret ou c'est parce que non. Ça s'ajoute au fur et à mesure. On vient à peine d'ouvrir le site internet. Pour ça, c'est pas moi qui gère le site pour savoir le nombre d'inscriptions qu'on a eu. En ce moment, je n'ai pas eu ces informations-là. Mais nous espérons quand même qu'il y aura beaucoup de personnes. J'étais en train de me dire que pendant que vous serez à Duisbourg, votre pays sera dans l'organisation des élections locales, il me semble. Non? Oui, c'est un peu avant, mais bon, c'est dans... Vous devriez être content depuis 1989 qu'il n'y a pas eu d'élection locale dans votre pays. Vous devriez dire que la démocratie avance maintenant au Togo, non? Pourquoi riez-vous? Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de questions. Si vous le permettez, je vais être un peu franc avec vous. C'est que ce n'est pas ce genre de... Enfin, pour ce qui me concerne, en tant que Togolais qui observe depuis un certain moment la vie de mon pays, je ne pense pas que ce soit un baromètre de la démocratie. Voilà, non, c'est pas de cette façon-là que les choses doivent se faire. Non, je ne pense pas. Vous ne vous contentez pas des élections locales, des miettes, pour jauger le niveau de la démocratie dans votre pays. Ce n'est pas ça le problème togolais. En réalité, le problème togolais, au jour où nous parlons, ce ne sont pas les élections. C'est la démocratie d'abord, c'est-à-dire la possibilité pour les gens de choisir les dirigeants qu'ils veulent et que tout le monde accepte ça. Pour faire un petit peu l'histoire récente du pays, c'est que dans les années 90, notamment entre fin 90 et début 91, les Togolais avaient eu la possibilité de faire partir feu et Yadema. Si la rue était encore, les Togolais étaient restés dans la rue en mars-avril, je suis persuadé qu'en ce moment-là, l'effet de surprise aurait fait que le pouvoir en place à l'époque aurait sauté. Malheureusement, le peuple togolais a fait, à mon avis, l'erreur de mettre les partis politiques en avant, alors même que la dictature était encore en place. Mais depuis, les Togolais pensent que c'est les partis politiques qui vont leur offrir le changement. Or, nous sommes dans un système qui n'a pas de nom, où on offre un certain espace de liberté pour donner l'impression aux gens que voilà, vous êtes en démocratie, sauf que c'est une liberté assez limitée. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez jusqu'au moment où les tenants du pouvoir estiment que vous en avez assez dit. Et là, on peut aller casser les sièges, on peut vous arrêter. Et concernant les élections aussi, les Togolais sont allés aux élections. Chaque fois, on leur a fait croire qu'il faut aller aux élections, mais les résultats ne correspondent pas aux élections. Ça, je considère que c'est ce que Feu Mitterrand appelait le coup d'État permanent. On pose une question et puis on attend que quelqu'un dise quelque chose contraire pour aller le choper. C'est un petit peu on est dans ce scénario-là. Les Soudanais n'ont pas eu besoin de partis politiques pour faire partir... voilà, Omar el-Béchir, vous prenez l'Algérie, vous prenez tous les pays, on constate que c'est le peuple lui-même qui doit décider de faire partir les dirigeants et non les partis politiques. Donc le problème togolais, à mon avis, ne peut pas être réglé par des élections locales. C'est-à-dire qu'on va leur offrir des miettes, on va nous offrir des miettes qui ne suffiront pas au bas peuple qui souffre
quotidiennement, tous les jours. À la limite, peut-être que ceux qui seront élus auraient des revenus, comme ça s'est fait par le passé, mais ça ne permettra pas de régler le problème. Moi, je ne m'intéresse pas à ces élections locales en devenir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Vous connaissez certainement exactement, ces mots. Au regard de l'état de la démocratie dans votre pays, est-ce que nous sommes encore loin de l'aurore? Ce sera ma dernière question. Moi, je ne suis pas optimiste. L'état de la démocratie, c'est trop dire. C'est-à-dire, au Togo, il n'y a pas du tout de démocratie. Pour moi, en tous les cas, on n'y est pas encore. Le compte n'y est pas. Donc, il faut que les Togolais se reprennent. Il y a une phrase souvent que je dis quand je parle avec mes potes, mes copains à la maison. Oui. Je dis, en 90-91, je venais de l'expliquer, nous nous sommes perdus dans la forêt. Et chaque fois, on essaie de prendre des raccourcis pour arriver, alors qu'en faisant ça, on s'enfonce en plus. Il faut revenir aux fondamentaux de la lutte démocratique. Tant qu'on n'aura pas fait ça, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Le jour ne se lèvera pas. Pas du tout. Enfin, pas tel que les Togolais l'espèrent. Ouais. Luc Afanou, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Membre de la... Et j'espère que vous serez avec nous à Duisbourg. Merci de l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup. Vous êtes membre de la diaspora togolaise. Vous faites partie aussi des organisateurs donc, de ce prochain symposium. Sylvanus Olympio, du nom donc, du père de l'indépendance de votre pays, le Togo. Le symposium se tient, je le rappelle, du 24 au 26 mai prochain à Duisbourg, en Allemagne. Tout le monde est cordialement invité, y compris moi-même. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.